Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ces derniers jours, peut-être que vous avez vu passer une publicité de l'association de défense des animaux Gaïa, dans laquelle on peut voir un mouton pleurer des larmes de sang. Oui, vous m'avez bien entendu, un mouton qui pleure des larmes de sang. Et l'image, elle est accompagnée de ces mots. Bruxelles reste sourde au bien-être animal. Et en fait, cette publicité, elle fait suite au retour sur la table du Parlement bruxellois d'un projet de loi impossible à voter pour le Parti socialiste et les écologistes. Et à première vue, c'est un peu bizarre quand même cette histoire. Parce que la gauche déjà, mais surtout les écologistes, qui votent contre une loi sur le bien-être animal. C'est un peu comme si l'extrême droite, elle se mettait à voter contre l'expulsion des sans-papiers, ou alors les communistes contre la nationalisation des moyens de production. Ça n'a aucun sens. Parce qu'on est tous d'accord, les animaux, la biodiversité, Gaïa, c'est au cœur du projet politique d'écolo. Par contre, faire pleurer des larmes de sang à une brebis, c'est a priori le truc le moins à gauche du monde. Sauf que cette loi, elle contient une disposition qui pose problème. En gros, vous ne pouvez plus tuer d'animaux sans les assommer d'abord. Et ça, dans le but de réduire la souffrance. Et donc, si cette loi elle passe, il devient impossible à Bruxelles de réaliser des sacrifices religieux, selon les rites traditionnels juifs, mais surtout musulmans. Tout le monde le sait, le Parti socialiste a demandé qu'on ne parle pas d'étourdissement préalable avant l'abattage, ce que je peux regretter, mais j'entends mes partenaires. Parfois, auprès de vos partenaires, vous avez pointé par le passé une démarche communautariste. C'est le cas ici ? Je crains que ce soit le cas, et je ne voudrais pas que l'on puisse être prisonnier à Bruxelles d'enjeux communautaristes. Mais si vous n'êtes vraiment pas convaincu, sachez tout de même qu'un élu socialiste a dit au Parlement qu'il s'opposait à cette loi parce qu'il ne croyait pas qu'Allah laissait souffrir les animaux égorgés dans un rite religieux. Moi, en tant que croyant, je ne peux pas croire que Dieu va laisser souffrir des animaux. Je le dis clairement. En tant que musulman pratiquant, je vous le dis, c'est pas possible. Cette méthode est la méthode la plus radicale et pour moi qui devrait être la plus rapide où la bête ne va pas souffrir. Alors bien sûr, c'est peut-être pas utile de le préciser, mais cette affirmation, elle correspond pas vraiment au consensus scientifique au sujet de la souffrance animale. Pour moi en tout cas, puisque le sujet il est suffisamment grave pour arracher des larmes de sang aux brebis, j'ai décidé de revoir les bases dans un épisode spécial sur le communautarisme, le clientélisme, mais aussi la laïcité à Bruxelles. Je m'appelle Laurent, je suis docteur en sciences politiques et sociales et vous écoutez Les Idées Saines, le podcast dédié à la politique en Belgique. Vous avez dit aussi une formule assez inquiétante, la presse doit diffuser des idées saines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de place pour les parvenus au Parti socialiste. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... Ne plus boire jusqu'à l'élection, je ne sais pas quoi encore imaginer celle-là, ça n'a pas de sens. La Belgique a encore fait une fameuse recrue. Bon, commençons d'abord par finir de vous convaincre que le communautarisme et le clientélisme musulman à Bruxelles, ce ne sont pas que les lubies d'une brebis, mais plutôt une pratique institutionnalisée à gauche. Pour cela, je vais rapidement vous parler de deux événements qui se sont passés récemment à Bruxelles. Tout d'abord, il faut savoir que sous l'impulsion de toute la gauche, communiste, écologiste et socialiste, la commune d'Anderlecht a adopté une motion autorisant le port des signes convictionnels dans son administration. Et en fait, cette motion elle est clairement calibrée pour permettre le port du voile islamique au travail. À Bruxelles, le conseil communal d'Anderlecht a décidé d'autoriser les signes religieux pour les employés communaux. Concrètement, par exemple, les femmes musulmanes qui travaillent à la commune pourront porter le voile, même quand elles sont en contact avec le public. La commune demande maintenant à la région bruxelloise d'encadrer cette autorisation. Claire Carozon. Mais dans les faits, est-ce que c'est si mal de se montrer un peu plus inclusif ? Julien Uytendal, il le pense en tout cas. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de l'ancien Golden Boy du PS bruxellois. Mais jugez plutôt, parlementaire bruxellois à seulement 24 ans. Fils de Marc Uytendal, un professeur d'université et avocat
quasi officielle du parti, est beau-fils de Laurette Onkelins, une socialiste élue parlementaire pendant 32 ans et ministre sans discontinuité pendant 21. Donc voilà, quand je vous dis que Julien c'était le golden boy du PS, c'est pas une blague. Et ce gars, qui du coup connaît très bien tous les rouages du PS, il justifie sa défection par le fait que le parti à Bruxelles, il dérive non pas seulement vers le communautarisme, mais aussi vers l'islamisme. Et d'ailleurs, c'est pas le seul à le penser, parce que quand vous prenez la peine d'écouter les anciens militants, beaucoup constatent un abandon complet d'un principe historique de la gauche, la laïcité, au profit d'une stratégie de captation de l'électorat musulman. Mais ce qui est peut-être le plus interpellant, c'est que tous ces gens, ils vous disent toujours la même chose. Ils vous disent que eux, ils n'ont pas bougé. Eux, ils sont restés à la même place, droit dans leurs bottes. Ce serait plutôt la gauche qui aurait bien changé. Et ça, c'est-à-dire le fait que la gauche aurait bougé sans eux, c'est pas totalement absurde de le penser. Parce que la gauche, c'est effectivement une idée de changement, ou disons plutôt une idée de mouvement. Et cette conception du mouvement, elle vient du fait que la gauche est née de la modernité. Ou plus précisément, la gauche est la fille du progrès. Elle est la fille de la contestation de l'ordre établi. En quelque sorte, la gauche, c'est une disposition de l'esprit à revendiquer un mouvement de l'histoire. Et puisqu'ils conçoivent ce mouvement vers un mieux, ils considèrent que cela est du progrès. Et donc, si être de gauche, c'est être possédé par l'idée de mouvement, alors les militants historiques, qui eux restent à la même place, ils finissent forcément par devenir dépassés, forcément antimodernes et finalement réactionnaires. Et cela est d'autant plus vrai dans un contexte où cette laïcité, cette valeur historique de la gauche, devient un item associé non plus au progrès, mais à l'ordre établi. Alors bien sûr, il ne faut pas être naïf. La remise en question de la laïcité n'est pas le seul fait de la mécanique interne de la gauche. Il faut absolument prendre en compte le poids démographique de la communauté musulmane à Bruxelles. Ainsi, en Wallonie et en Flandre, l'interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement, ça a été inscrit dans la loi sans aucune difficulté. Mais quand bien même, il est évident que les nouvelles idéologies de gauche, elles créent un terreau fertile au clientélisme communautaire. Prenez par exemple le concept d'inclusivité. Comme je l'ai déjà rapidement dit dans une autre vidéo, cela consiste à adapter le système de telle sorte qu'il devienne accueillant pour les plus vulnérables. L'inclusivité, c'est donc modifier la société pour qu'elle corresponde aux besoins particuliers de ceux qui sont en position de faiblesse. Mais saviez-vous qu'à l'origine, le concept désignait d'abord un espace public adapté aux personnes porteuses d'un handicap. Ainsi, avoir un espace public inclusif voulait dire qu'il fallait prendre en compte les besoins spécifiques des handicapés. C'est de cette manière que l'accès aux transports en commun, aux administrations ou aux parcs ont petit à petit été pensés pour être plus accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Et donc l'inclusivité, c'est ça. Le fait de dire qu'une personne en position de vulnérabilité ne doit pas s'adapter à la société, mais au contraire, il faut que la société s'adapte à elle. Et tout ça, ça se tient très bien. En effet, on comprend clairement l'intérêt de ce concept, puisque, par définition, la situation des personnes handicapées les empêche de s'adapter aux mauvaises infrastructures. C'est l'évidence qu'une personne en fauteuil roulant, elle ne peut pas se lever d'un coup et monter les marches d'une station de métro. Cette personne est donc objectivement victime d'une injustice qui l'exclut de l'espace public. Et puisqu'elle ne peut pas s'adapter, il faut alors penser l'espace public en installant des ascenseurs. Et là je dis ça comme ça pour les personnes handicapées, mais l'exemple il fonctionne aussi très bien avec les poussettes de bébés, les personnes âgées. Être inclusif, c'est être inclusif avec tous ceux qui n'ont pas d'autres moyens. Sauf que vous l'avez sans doute remarqué,
Aujourd'hui, ce concept d'inclusivité, il est tellement utilisé à toutes les sauces qu'on peut se demander s'il n'est pas dévoyé. Par exemple, dans le cas qui nous préoccupe, la gauche justifie l'autorisation du voile islamique dans l'administration au nom de cette inclusivité. Moi, aujourd'hui, en tant que jeune femme racisée et portant le foulard, comment je peux me placer, tout simplement? Qu'est-ce qu'Écolo propose? On est pour un monde du travail qui soit le plus inclusif possible. Au niveau de l'administration, la norme pour nous, ça doit être une autorisation du port des signes convictionnels. Mais à l'inverse de l'handicap ou du grand âge, la religion est un aspect culturel et pas une situation naturelle. Pour le dire plus simplement, la religion peut être séparée du croyant. Et cette idée, d'ailleurs, c'est au fondement de notre société, c'est au fondement des lumières philosophiques. Il est possible de critiquer ou de remettre en question la religion sans pour autant agresser le croyant en tant qu'individu. Et donc, il n'est pas matériellement impossible pour les femmes de se dévoiler dans l'administration publique, comme il n'est pas impossible non plus d'étourdir des animaux avant de les sacrifier. Cela relève d'un choix, celui de suivre ou non un prescrit religieux. Et donc, il semble évident que ce concept tout le temps utilisé à gauche d'inclusivité, il a connu un glissement conceptuel, car il ne s'agit plus d'adapter la société à des victimes qui ne peuvent pas faire autrement. Il s'agit d'adapter la société à des victimes qui ne veulent pas faire autrement. Et là, il me vient alors le proverbe suivant. Si tu es à Rome, vis comme les Romains. Or, l'inclusivité à toutes les sauces, c'est exactement l'inverse de ce proverbe. Si tu es à Rome, exige que l'on te traite comme si tu étais chez toi. Et le paradoxe, c'est que la migration, elle est justement motivée par le fait qu'ici, ce n'est pas comme là d'où l'on vient. Mais bon, la vraie question est pourquoi ? Pourquoi est-ce aussi difficile pour les musulmans de faire autrement que ce que prescrit leur religion? Pourquoi est-ce que malgré le consensus scientifique, la souffrance animale ne prime pas sur un rituel sacrificiel inventé il y a des siècles et des siècles? Pourquoi vouloir faire changer les règles séculières du service public belge plutôt que de s'adapter en se dévoilant les cheveux? Alors vous allez me dire, parce que la religion, c'est la religion. Et vous auriez raison. Parce que la religion, il n'y a rien de plus sacré. Et étymologiquement, ce qui est sacré, c'est ce qui ne peut être touché sans être souillé. Ou alors, ce qui ne peut pas être altéré. Le sacré est donc une limite, quelque chose de supposément intouchable. Et donc, si la religion dit comment faire les choses, comment égorger un mouton ou comment les femmes doivent s'habiller, c'est comme ça et pas autrement. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui accorde ce statut spécial aux items sacrés? Eh bien, c'est le fait qu'ils possèdent une dimension transcendale. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais, jamais considérer ces items seuls. Au contraire, il faut les associer à quelque chose de transcendant, c'est-à-dire une valeur supérieure ou un arrière-monde qui prend chair en lui. Par exemple, on peut associer Allah au Coran, la patrie au drapeau ou la mémoire des morts à un monument. Et donc, vous comprenez tout de suite que s'attaquer à quelque chose de sacré, c'est très, très chargé symboliquement. En fait, c'est un acte de transgression absolue, puisqu'il s'agit justement d'altérer ce qui par définition ne peut pas l'être. Parce qu'on sait instinctivement qu'il n'est pas bien acceptable de brûler un Coran, de déchirer le drapeau américain, ou de briser un monument de la Shoah. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être soi-même musulman, américain ou juif pour le comprendre. Mais pourtant, quand on y réfléchit bien, ces items en tant que tels, c'est-à-dire au final un simple livre, un drapeau ou un monument, ce ne sont matériellement que du papier, du tissu et de la pierre.
Ce n'est donc pas dans leur nature que réside leur statut d'inviolabilité, mais bien dans la signification de ce qu'ils représentent, c'est-à-dire une transcendance vers Allah, la nation américaine ou les victimes juives. Et donc le sacré, c'est ça, une valeur transcendante qui peut s'incarner dans des items et qui, pour cette raison, en font des symboles intouchables. Et une fois qu'on a compris ce qu'est le sacré, on saisit immédiatement que le concept de religion, ça désigne justement une croyance qui, du fait de sa transcendance vers Dieu, a atteint ce statut d'objet sacré. Et c'est exactement pour ça que dans l'histoire de l'humanité, il a été toujours très difficile de remettre en question la religion. En Europe, par exemple, il a fallu attendre le XVIIe siècle pour voir le premier mouvement critique, c'est-à-dire le premier mouvement de désacralisation du catholicisme. Et c'est ce qu'on a appelé la philosophie des Lumières. Et c'est grâce aux Lumières qu'il est devenu de moins en moins acceptable d'utiliser la dimension sacrée du catholicisme pour imposer ses idées politiques. Parce qu'aujourd'hui, ça semble évident qu'il faut séparer l'Église et l'État. Mais pendant très longtemps, la religion, elle s'est mêlée de plein de choses, de politique évidemment, mais aussi de science. Et donc, les Lumières, le progrès, la gauche historique, c'est exactement l'inverse de quelqu'un qui dit dans un parlement que les animaux ne souffrent pas quand ils sont égorgés vivants parce que Allah ne le permettrait pas. De toute une série de débats lorsqu'on parle en effet de l'abattage rituel, où d'un côté on va avoir des discours rationnels sur base d'analyse scientifique et de l'autre côté on a des décisions qui vont clairement pas dans ce sens-là, qui ne vont clairement pas dans le sens de la science. Oui, évidemment qu'on a deux partis socialistes aujourd'hui et qu'on doit essayer de faire tenir cette grande machine, ce grand navire avec un peu de cohérence, mais ça devient extrêmement compliqué. Et si cela arrive dans nos parlements, il faut bien comprendre que c'est parce que le monde musulman n'a pas connu de mouvement philosophique équivalent aux Lumières. Et donc, ces règles sacrées sur l'habillement des femmes ou le sacrifice d'animaux, même au XXIe siècle en Europe, on ne peut pas les altérer. Ces règles sacrées, elles restent intouchables. L'abattage rituel doit être autorisé, c'est la liberté des religions de faire des abattages selon le rite. Simplement, il est question que le rite soit adapté et que trouve le avec juste... un étourdissement. Oui. Soit adapté, et c'est ce qu'a dit à la fois la Cour européenne de justice, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle de Belgique. C'est une toute légère atteinte aux libertés religieuses, cette atteinte est proportionnée et légitime. Évidemment, je vous le dis, je serais très fâché si le PS, pour des raisons sans doute d'inquiétude électorale, ne permet pas de faire avancer... Vous pensez que ça peut être un... Et donc voilà. Le clientélisme à Bruxelles, il doit se comprendre dans cette rencontre paradoxale entre deux nouveaux courants de la gauche. Le courant inclusif et le courant communautariste. Parce que nous l'avons vu, cette nouvelle gauche inclusive considère que c'est à la société de s'adapter aux minorités martyrisées. Et donc, au nom de cette tolérance vis-à-vis des victimes de discrimination, il ne faut surtout pas imposer aux minorités l'intériorisation de cette philosophie des Lumières. Ce ne sont pas aux victimes de changer, mais à la société structurellement discriminante de faire des efforts d'inclusion. C'est notre vision du travail, on veut qu'il soit le plus inclusif possible. Et donc pour nous, c'est clair que pour nous, c'est évident que vous pouvez vous présenter à un emploi comme vous êtes, et il y a une responsabilité de pouvoir vous accepter. Et si jamais vous n'êtes pas accepté, il faut pouvoir porter plainte, constater l'infraction et pouvoir sanctionner les organismes ou l'employeur qui ne respecte pas ces règles-là. Et le paradoxe, c'est qu'à côté de cette gauche inclusive se trouve celle communautarisée. Parce que pour elle, son engagement à gauche, il est moins philosophique et beaucoup plus opportuniste. En effet, la gauche, elle a une grande histoire antiraciste et elle a fondé la sécurité sociale, ce qui est parfait pour les représentants d'une minorité consommatrice d'allocations sociales. Et voilà, cette synergie à gauche entre l'inclusivité et le communautarisme, c'est ce que certains appellent l'islamo-gauchisme.
Et même si, personnellement, je n'aime pas trop cette notion, il semble clair que pour une partie de la gauche à Bruxelles, la variable d'ajustement du vivre ensemble n'est pas un effort de désacralisation que l'on pourrait attendre d'une communauté, mais au contraire, les renoncements que doit consentir la Belgique vis-à-vis de son identité sécularisée. Et si bien sûr cette stratégie, elle permet de récolter les fruits électoralistes, on peut se demander si ça ne se fait pas au détriment de l'émancipation réelle des dominés. Parce que la gauche héritière des Lumières, elle cherchait justement à faire descendre dans les communautés religieuses le principe de laïcité. Parce que pour celui qui veut être libre, c'est-à-dire s'émanciper des prescrits d'une communauté religieuse, la laïcité est le plus beau des refuges. La laïcité est un refuge parce qu'elle est une valeur légitimement opposable au sacré. La laïcité est aussi un refuge parce qu'elle rend impossible la disqualification de la raison par la foi. La laïcité est encore un refuge parce que c'est l'autorisation de penser et de faire différemment de tout ce que les autres pensent et font. Enfin, la laïcité est un refuge parce qu'elle sacralise envers et contre tous le droit individuel de croire ou de ne pas croire. Et si j'ai aujourd'hui choisi de parler de laïcité, ce n'est pas parce que je serais un gauchiste inquiet des compromissions de mon camp. Non, je l'ai fait parce que je pense à ceux qui doivent trouver en eux le courage de faire face à l'obscurité lorsque toutes les lumières s'éteignent. Je suis comme eux, et peut-être que vous aussi. Alors, si vous voulez soutenir le mouvement, abonnez-vous aux Idées Saines. Merci pour votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et quoi que vous décidiez, faites attention aux idées que vous mettez dans votre tête.